Il s'agit d'une 935 phase 2. Donc comme on peut le constater, la partie avant très plate. On a déplacé les optiques sur les côtés. Tout ça pour récupérer de l'appui aérodynamique sur l'avant. Donc comme toutes les voitures d'endurance, vous pouvez voir que tout est fait pour des courses de 24 heures. Elle a d'ailleurs remporté les 24 heures de Daytona en 79. Donc voiture d'usine, emplacement pour le ravitaillement d'essence, une entrée d'air, une entrée d'essence, ou le contraire peut-être. Tout simplement un bouchon pour refaire le niveau d'huile, puisqu'une voiture comme ça consomme beaucoup d'huile pendant 24 heures. Eric, en parlant de consommation, quand on avait parlé de cette auto, tu m'avais donné un chiffre qui m'avait paru un petit Oui, peu... alors, cette voiture a un CX qui n'est pas exceptionnel, un aileron arrière dont on parlera tout à l'heure qui appuie beaucoup mais qui traîne aussi beaucoup, un turbo énorme, 620 chevaux, et cette voiture consomme 93 litres en 40 minutes. Imaginez, on est loin des standards actuels. Mais par contre, une voiture qui a une puissance terrifique, diabolique, on le verra tout à l'heure. Aussi, c'est une auto qui est complètement dérivée de la 911, Eric. C'est la dernière évolution dérivée de la coque du 911, puisqu'après on va passer sur une Moby Dick, où ça sera simplement un châssis tubulaire en alu, avec une peau au-dessus. Là, c'est la coque du 911 qui a été énormément élargie, où ce sont des éléments en polyester, mais on a conservé la coque d'origine. On a évidemment des énormes ouïes pour refroidir toute la mécanique qui est à l'arrière. Ici, des écopes pour refroidir les freins. Donc comme on a vu cette évolution avec l'avant très plat pour procurer de l'appui à l'avant, on a aussi évidemment un aileron arrière très imposant qui est réglable. Et donc, on va régler l'aileron arrière pour que la voiture soit, on va dire, neutre dans les virages rapides. Donc évidemment, il ne faut pas trop braquer l'aileron arrière, sinon on va avoir l'avant qui se déleste avec une direction qui devient floue à haute vitesse. Et si on ne met pas assez d'aileron, au contraire, on va avoir une voiture qui, à l'arrière, qui glisse. Et alors là, dans les rapides, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Mais aussi, on va avoir un réglage différent selon les tracés. Peut-être plus d'aileron à l'arrière pour les virages rapides, peut-être un peu moins pour aller vite en ligne droite. Et là, je vois, c'est sorti d'échappement, ce gros bloc arrière, qu'est-ce que c'est? Alors là, on aperçoit évidemment le turbo, qui est un turbo digne des années de Formule 1. Vous vous rappelez peut-être les Axpeed avec des turbos gros comme ça. Là, c'est un monoturbo, ce qui procure énormément de puissance à haut régime. Et on peut voir deux pots d'échappement, un pot d'échappement tout à fait normal, et juste à côté un tube un peu plus petit, qui est en fait la sortie de la wastegate, l'air superflu procuré par le turbo. Donc cette voiture a aussi un turbo qui est réglable, on peut régler la pression de turbo par une petite molette qui est à l'intérieur de l'habitacle. Alors, la fameuse molette de pression de turbo, c'est par une action sur cette molette qu'on va déterminer la pression de turbo et donc la puissance de la voiture. En sachant qu'à 1 bar de pression de turbo, on va avoir à peu près 560 chevaux. À 1 bar 4, on aura plus de 650 chevaux. Et donc en agissant simplement sur la molette, on peut pratiquement gagner 100 chevaux de puissance, mais aussi consommer beaucoup plus. Donc tout ça, c'est un compromis. Ensuite, on va avoir une boîte de vitesse relativement simple. Donc des rotules unibales pour un bon guidage. Une boîte 4. Une boîte 4, pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de couples qu'il n'y avait pas besoin d'avoir 5-6 vitesses comme aujourd'hui. La première qui monte quand même à 130. Et en troisième, à fond de troisième à 7000 tours, on est au-delà de 250 km/h. Et il reste encore un rapport. Il reste encore un rapport avec une vitesse de pointe maximum aux alentours de 330 km/h sur la piste des 24 heures du Mans. Et puis surtout, une boîte encore une fois taillée pour les 24 heures du Mans, 4 rapports, c'est beaucoup plus fiable que 5 ou 6. Mais de toute façon, je ne peux plus attendre. Je vais aller essayer cette voiture. Alors, nous voici enfin à bord de cette Porsche 935 IMSA, voiture exceptionnelle. Imaginez 7 exemplaires, tous pour les États-Unis, avec pour point d'orgue une victoire aux 24 heures de Daytona 1979. Donc, on va la découvrir. Les conditions sont un peu particulières parce qu'il pleut. Cette voiture a donc un 3 litres 100 qui développe la bagatelle de 570 chevaux avec un bar de pression de turbo.
Donc vous imaginez que sous la pluie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour la découvrir. On va y aller gentiment, les pneus sont froids, ça suffit beaucoup et je pense qu'il faut s'attendre à ce que la cavalerie débarque très brusquement. On a en effet un simple turbo et ce gros turbo met un temps immense à délivrer sa puissance et il faut se méfier parce que le moteur continue d'accélérer même lorsqu'on a le pied levé. On va y aller gentiment, mais je pense que la bête va se réveiller rapidement. Donc on va y aller gentiment, la pression de turbo décolle, 500, 1 bar. On ne sait pas accélérer à fond, on va laisser chauffer un petit peu, mais déjà ça pousse terriblement. Wow, c'est incroyable, quelle puissance! Il faut savoir que cette voiture date de 1979 et une telle puissance à l'époque, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle était puissante et en plus elle était fiable parce que, encore une fois, pour gagner les 24 heures de Daytona, il faut être fiable à 100% alors qu'on a un bon freinage, une tenue route, je dirais, sans surprise, pas mal de sous-virages. Mais encore une fois, c'est un peu normal sur ce genre de tracé. Je la découvre en même temps que vous. Alors, on arrive bien à sentir le train avant. On met un petit coup de première, ça s'ouvre un peu. On accélère et tout de suite, on reprend l'adhérence du train arrière. Donc, il faut quand même faire attention au temps de réponse. Évidemment, dès que ça charge, on perd le train arrière. Mais on a quand même une auto formidablement équilibrée, surtout sur ce type de terrain. Encore une fois, c'est piégeux, c'est humide, on n'a pas du tout l'impression d'être sur une voiture surpuissante et équilibrée. Voilà. Je me régale vraiment et j'espère que vous vous régalez aussi. On va faire une petite accélération sur cette ligne droite. Encore une fois, 560, 600 chevaux, donc on va aller très vite. Allez, deuxième, ça pousse. Troisième, et là, on est déjà à 250 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est tout simplement monstrueux et formidable. Encore, je n'ose même pas imaginer ce que cela donnerait sur le sec. Parce que là, je pense que ça doit être quelque chose de terrible. Waouh! J'espère qu'on va se revoir en tout cas. J'étais enchanté de vous montrer cette voiture, ô combien fabuleuse. Et c'est vraiment un grand bonheur, j'en ai presque les larmes aux yeux. C'est formidable, génial. En plus, personnellement, j'adore les moteurs turbo. Et là, sincèrement, je peux vous dire qu'il se passe quelque chose quand on appuie sur l'accélérateur.